La démarche, on a eu la chance de pouvoir la planifier depuis 2017 à l'échelle de tout le territoire par un plan d'action 100% ENR qui a pour objectif, grosso modo, le scénario négawatt, c'est-à-dire 50% d'économie, de sobriété, d'efficacité énergétique, et les 50% restants étant produits par des énergies renouvelables. Nous avons la chance d'avoir un territoire très varié qui est vaste, 388 km², et qui, en termes de variété, a des richesses significatives, 8600 hectares de massifs boisés, des collines, des plaines très ventées, des possibilités d'équipement de bâtiments agricoles avec des surfaces très significatives en panneaux photovoltaïques. Bref, il est possible de prévoir une production d'énergie renouvelable tout à fait importante, et parallèlement à ça, on a 270 exploitations agricoles qui permettent des productions de biomasse très variées, évidemment à usage alimentaire, mais pour beaucoup, mais aussi des matériaux. Nous avons peut-être la perspective d'un outil de transformation au niveau du lin, on l'espère bien, qui pourrait s'implanter sur notre territoire d'ici peu. On travaille beaucoup sur ce sujet-là. Et parallèlement à ça, on a depuis déjà un bon moment engagé des procédures de contact avec les entreprises pour voir ce qu'il serait possible de mettre en œuvre. Et notre plus grosse réussite pour l'instant, c'est la plateforme de recyclage des matériaux de BTP, laquelle entreprise est partante pour aller de l'avant sur tous les sujets environnementaux, puisqu'elle s'équipe d'ici peu de panneaux solaires, et on va travailler sur l'autoconsommation par la suite, mais aussi sur les écomatériaux, parce que cette entreprise-là s'est dotée d'une machine très spécifique qui permet de générer des bétons avec des compositions absolument très variées. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur la possibilité d'injecter des matériaux biosourcés dans les bétons pour concevoir, en quelque sorte, des bétons de demain. Voilà, je vais détailler par la suite peut-être un petit peu plus ce qui fait le projet de territoire. L'idée, c'est de s'appuyer sur la transition énergétique pour avoir un développement local, c'est-à-dire mettre en œuvre des actions de la transition énergétique qui génèrent des emplois locaux et qui génèrent des ressources locales. On a le vent, on a les grands espaces naturels, on a le bois, on a la production animale, on a la production végétale. Bref, comme disait une amie que je connais bien, qui est précurseur dans la transition énergétique, on a tout, donc c'est à nous aussi de créer des structures pour que pas seulement on exporte entre guillemets les matières premières, mais qu'on sache aussi les valoriser, les transformer. Donc ça, c'est d'où la notion de filière locale, quoi. Et la filière locale, on y travaille. Alors, comment on est arrivé sur la paille? Tout simplement, en 2014, on voyait beaucoup de tas de paille qui prenaient l'eau en août, septembre, enfin non pas en août, mais en septembre, octobre, novembre, dans la plaine. Maintenant, on n'en veut plus. Le marché de la paille a pris un essor certain. Ça va poser des problèmes de priorité des usages. On voit de la paille en quantité importante partir en Hollande, en Allemagne, voire pour des utilisations dans les méthaniseurs. Ça peut poser question. L'usage, la priorité des usages est vraiment bien pensée.
Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je peux peut-être te laisser un petit peu la parole, Grégory. Je vais revenir peut-être sur la démarche de la CDC, sur lequel, avant peut-être de passer à autre chose, ce qui est important, c'est de garder une cohérence d'action globale, quoi. On ne peut pas, par une action qui paraît intéressante à un endroit, casser ce qui a été fait à un autre endroit. Donc, le problème de la cohérence globale de l'action doit être privilégié si on veut que l'intérêt collectif, l'intérêt du territoire soit bien, comment dirais-je, mis en avant. Voilà. Ok, oui, bah, très, très bien, on va faire comme ça. Du coup, je vais, comme effectivement, on parle d'une filière, on va dire, d'écomatériaux à vocation de construction à partir de ressources locales. Je vais quand même en dire quelques mots pour voir un petit peu, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais essayer d'être succinct et synthétique. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas assez claires ou sur lesquelles je passe trop rapidement. Donc, l'idée de départ, enfin, qui a amené, on va dire, le Single Suspendement, enfin le Single au départ, à prendre contact avec l'ARP, c'était effectivement de valoriser une ressource locale abondante qui est pour du coup réduire les besoins énergétiques des bâtiments, contribuer aux objectifs en termes de transition énergétique du territoire. Alors la manière dont on a procédé, c'est de pouvoir initialement déjà faire une étude technico-économique autour de la faisabilité, on va dire, d'une filière paille, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une ressource locale, quel est l'emploi de cette ressource locale, quels sont les usages de cette ressource locale, est-ce qu'il y a de la place pour, on va dire, dédier une partie de la production de paille pour la construction, est-ce qu'on a des acteurs locaux qui sont déjà impliqués ou qui sont prêts à s'impliquer sur ce projet, notamment est-ce qu'il y a un marché, bien sûr, hein, la question du marché étant prioritaire. Et en fait, cette étude technico-économique nous a amené à poser des conclusions qui sont pour certaines favorables et pour certaines moins favorables. C'est-à-dire qu'on a effectivement une conclusion qui est favorable sur la ressource et sur on va dire le potentiel développement économique de ce matériau, c'est-à-dire de la botte de paille en tant que matériau d'isolation des bâtiments en œuvre comme en rénovation, avec effectivement des contraintes qui étaient notamment des contraintes finalement d'une implantation comment dire, encore assez faible de la construction de paille sur ce territoire, en tout cas avec assez peu de professionnels du bâtiment, par exemple, qui étaient déjà sensibilisés ou intéressés par cette question. Donc finalement, le projet a été, on va dire, réorienté en fonction de cette étude technico-économique. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est vite rendu compte que la communauté de communes en elle-même, en tout cas que son territoire, ne pouvait pas être un marché suffisant pour le développement d'un projet de production de bottes de paille. Et donc, la décision a été prise relativement vite de s'orienter vers un nouveau produit qui est plutôt de produire des bottes de paille, non pas sur champ, mais en ligne fixe, à partir de la ressource en paille du territoire, à la fois pour pouvoir avoir, on va dire, une disponibilité du matériau toute l'année, ce qui peut être parfois compliqué quand on est sur on va dire, des boîtes qui sont pressées sur le champ, donc c'est-à-dire qui sont pressées une fois dans l'année et qui après doivent servir à approvisionner des chantiers pour toute l'année. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement du coup profiter de cette production en ligne fixe pour proposer des formats qui soient plus adaptés, des formats de bottes, hein, bien sûr, qui soient plus adaptés aux contraintes des professionnels du bâtiment. Donc ce projet a du coup été déposé à l'appel à manifestation d'intérêt École Normandie Économie Circulaire en 2018, il a été lauréat et suite à cette sélection et du coup à l'apport de moyens financiers qui dédiés aux lauréats. Du coup, on a créé une structure nouvelle qui s'appelle la Corpagne Normandie pour mettre en œuvre ce projet de production de bottes de paille. Après, cependant, on va dire la conception de ce projet nous a vite amené à nous poser des questions qui dépassent en fait
à l'échelle territoriale du Centre Suisse normande, et notamment les réunions, les contacts qu'on a pu avoir avec les différents professionnels lors de l'étude technico-économique nous a amené à, à comprendre que la question du marché était déterminante pour mobiliser les acteurs autour d'un nouveau projet économique. Et donc, c'est pour ça que le projet aujourd'hui intègre, on va dire, un sourcing marché, c'est-à-dire, en gros, le développement du marché de la construction paille sur la Normandie, et pas sur le chassement de biens sur la Normandie. Ce projet nous a aussi fait comprendre qu'en fait, il y avait quand même une certaine, on va dire, réticence culturelle à l'intégration du matériau botte de paille dans la construction, même s'il y a très peu quasiment plus aucune, on va dire, limite, on va dire, réglementaire ou économique. Et donc, on a bien compris aussi qu'il fallait bien accompagner les maîtres d'ouvrage intéressés et les professionnels dans tout au long de leur projet pour que comment dire, un projet qui prévoit l'isolation botte de paille au départ soit bien isolé en botte de paille à la fin. Alors, voilà, que le projet déroule bien, surtout dans l'ensemble de ces phases. Donc, il nous a aussi amené à décliner des formations professionnelles en Normandie à la construction paille. Et un quatrième aspect qui est la sécurisation des approvisionnements en botte de paille, et notamment par le projet de création de cette unité de production de bottes de paille qu'on appelle à façon, c'est-à-dire voilà, à des formats différents des bottes produites sur champ. Et donc ça, c'est quelque part, ce sont les actions autour duquel que met en œuvre Accord Paille Normandie et qui ont donc pour vocation, qui finalement sont nées de cette première étude technico-économique et de cette volonté de la communauté de communes de valoriser cette ressource en paille pour l'isolation des bâtiments, et qui sont voilà, aujourd'hui les actions qu'on met en œuvre pour on va dire, essayer de faire progresser l'ensemble des maillons de la filière plus ou moins simultanément. Voilà. Est-ce que tu peux... Oui, Jean-Claude ? Oui, je voulais insister un petit peu là sur la notion de filière. Bon, le constat initial, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, sur notre territoire, en 2014, il y avait des tas de paille qui attendaient dehors et qui prenaient l'eau. Certains, j'en ai vu, moi, qui passaient tout l'hiver. Donc, on s'est dit, la ressource est là. Alors, ça, c'est le point de départ de la filière, hein, la ressource. Après, qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi? Eh bien, le pourquoi, c'est se poser les questions des atouts de la paille. Hein. Est-ce que la paille, c'est ce qui va permettre la maison des petits cochons, ou est-ce que la paille, c'est quelque chose qui va permettre une construction durable d'avenir? La réponse, c'est l'évolution accélérée, je dirais, des techniques du bâti. Hein. Nous avions un bâti très ancien sur notre territoire à base de pierre. Sur une partie, c'était de la pierre de Caen, l'autre partie, c'est plutôt du grès, la troisième partie, c'est plutôt du schiste. Et puis, on mettait un liant, et puis voilà, on construit la maison. Hein. Alors, ces maisons traditionnelles, anciennes, etc., ont plein d'atouts hein, par rapport à ce qui est apparu après-guerre, c'est-à-dire l'usage de l'agglo. Et on s'aperçoit maintenant qu'on est sur des techniques beaucoup plus élaborées qui supposent des changements de comportement, des changements dans les têtes des gens, hein, pour avoir des bâtiments dont on sait maintenant qu'on peut les construire au minimum en bâtiment passif, voire en bâtiment à énergie positive. Toute chose qui n'était pas envisageable il y a encore 20 ans, hein, qui était à peine imaginable. Quand on commençait, en 2014, à parler un bâtiment passif, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas besoin de mode de chauffage, j'exagère un petit peu, hein, parce qu'on peut en avoir quand même un petit peu besoin pour passer des coups de froid, mais beaucoup nous regardaient avec des yeux ronds. En réalité, la nouvelle réglementation qui va s'appliquer
E plus C-, pose des enjeux très clairs sur ce plan-là. Et la paille, comme bien d'autres écomatériaux, c'est une solution pour apporter des réponses. Donc, quand on a potassé un peu ce sujet-là, on s'aperçoit que c'est un sujet d'avenir, et c'est tellement d'avenir que entre 2014, quand on a commencé à réfléchir, où il y avait quelques participants et quelques personnes intéressées, et en 2020 maintenant, où on voit un gros intérêt pour les écomatériaux, eh bien, on s'aperçoit qu'on avait raison de poser ces enjeux-là. Donc, la paille, oui, le bilan carbone est très bon. La paille, oui, c'est capable d'isoler de manière très efficace. La paille, quand elle est bien comprimée, ça ne prend pas feu. La paille, c'est un matériau qui va générer, si on le brûle dans un méthaniseur, 4 kWh au kilo, et qui, si on le met dans une paroi, va générer des centaines, au moins une centaine, selon la durée de vie du bâtiment, de kilowattheures économisés. Donc, on voit bien qu'au niveau de la priorité des usages, il y a toute légitimité à l'utiliser, cette paille, hein, en cohérence, évidemment, avec les aspirations des agriculteurs. Mais voilà, quoi, c'est un matériau d'avenir pour l'isolation. L'étude, je crois, par des universitaires de Bordeaux a montré que détourner une partie de la paille pour faire de l'isolation n'est pas de nature à déstabiliser le marché de la paille, contrairement à ce qu'on nous dit parfois, et que, enfin, ce matériau, par rapport au réchauffement climatique, apporte un déphasage qui est très important, permet une perspirance qui est tout à fait significative, et un confort en termes aussi de santé, hein, donc le confort thermique, des bonnes préservations sur le plan de la santé, à ce sens que ça n'émet pas de COV, hein, composés organiques volatiles. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux. Donc pourquoi il y a des freins? Dans les têtes, effectivement, il faut persuader. Hein, on n'est pas habitué à construire en paille. Et puis, il y a aussi des freins techniques. Et Grégory, tu l'as bien souligné tout à l'heure, l'adaptation de la botte de paille agricole au système constructif actuel est posée, quoi. Hein. Donc, il faut que la botte de paille s'adapte au système constructif et non que le système constructif s'adapte à la botte de paille, sinon on va générer des surcoûts d'utilisation qui vont poser des difficultés. D'où cette botte à façon qui est importante. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir aussi, c'est qu'est-ce que c'est qu'une filière, hein. Donc on a la ressource, je le disais tout à l'heure, et puis on a les acteurs qui mettent en œuvre la paille, et entre les deux, on a tout un tas d'intermédiaires. Et je crois que c'est tout l'intérêt de la démarche Accord Paille Normandie, c'est d'avoir su, dans cette structure associative, mettre des intermédiaires qui permettent justement de créer, d'avoir tous les maillons de la filière, on pourrait parler de la chaîne d'emploi, quoi. Donc voilà ce que je voulais préciser tout de suite. Grégory, je te repasse un petit peu la parole. Oui, je vais surtout laisser la parole aux participants, voilà, savoir s'il y a des questions. Donc on va aller assez vite sur la fin. Donc c'est vrai que voilà, je vous affiche effectivement on a quand même, on va dire, je ne sais pas si on peut parler d'un bilan positif, en tout cas on peut aujourd'hui mettre en avant que la démarche qui a été engagée par la communauté de communes rayonne aujourd'hui sur la Normandie et on va dire, voilà, a déjà des résultats relativement concrets. Ce que j'avais préparé aussi, et peut-être que voilà, ça vous ferait réagir, ou peut-être qu'on discutera là-dessus, c'est de quelle manière voilà, la communauté de communes finalement s'est engagée pour conduire cette filière. Et je pense qu'il y a un point aussi qui est extrêmement important et qui figure sur le dernier point du diaporama, c'est qu'à un moment, le rôle aussi des collectivités, ça peut être aussi de s'engager en tant que maître d'ouvrage vers des projets qui soient innovants et qui soient aussi cohérents avec
les dynamiques, les dynamiques qui sont engagées sur le territoire. Et voilà, moi je vais peut-être m'arrêter de parler momentanément, puis je vais vous laisser la parole, savoir voilà, s'il y a des réactions, des questions, puisque le temps passe et je ne voudrais pas que oui. vous Tout à fait raison. de votre temps de parole. Juste 2 mots à ajouter, c'est que la construction d'une filière, c'est pas simple et que on est encore en phase de construction. Hein. C'est pas terminé. Pour moi, ça sera terminé quand il y aura effectivement l'outil de production qui produira les premières bottes à façon et que on commencera à commercialiser ces bottes à façon dans différents lieux possibles, de préférence à l'échelle de la Normandie, parce que si on veut que l'unité de production fonctionne, il va falloir arroser quand même un territoire relativement large, mais pas trop large non plus, parce que on a bien en tête la notion de filière locale. Voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir, poser des questions face à cette présentation? Oui, une question, Jean-Paul Lemaire, une question. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur les intermédiaires de la filière? Tu y vas ou j'y vais? Non, je te laisse la parole, je compléterai si OK. Oui. Alors, pour les intermédiaires, la botte de paille, comment elle sort du champ, hein? Donc, il y a évidemment l'agriculteur qui est le point de départ, mais après, on doit imaginer une botte de paille qui soit adaptable. Donc, là, déjà, il y a un outil de transformation. Mais les autres intermédiaires entre les deux, on les voit, hein, c'est les donneurs d'ordre, hein, ceux qui vont commander. Donc, on peut avoir un pavillonneur, on peut avoir un aménageur, on peut avoir évidemment la puissance publique hein, qui passe des commandes. Hein, ça peut être la région, ça peut être le département, ses collèges, ça peut être les collectivités locales, évidemment. Et puis, on a tous ceux qui accompagnent. Donc, on a les maîtres d'œuvre, hein, les CAUE, on a comment dirais-je, les personnes qui font les études énergétiques, on a les assurances hein, qui vont certifier, qui vont accepter d'assurer ou pas, et on a aussi, malheureusement, j'en parle parce que j'ai un cas très concret, les économes. Hein. Certains architectes ne font pas les calculs de coûts, ils font les plans, ils ont des connaissances techniques, mais des fois, sur le plan financier, ce n'est pas eux qui font les calculs. Donc, tant de murs, tant de surface, etc., c'est l'économe qui dit combien ça va coûter. Et là, on a un vrai enjeu parce que toutes ces personnes, si dans leur tête, ils ne sont pas convaincus, si dans leur tête, ils n'ont pas l'habitude de travailler sur ces nouveaux matériaux, eh ben, ils vont se débrouiller à mettre des surcoûts pour s'auto-protéger, pour ne pas changer leurs habitudes. Et puis, ça n'aboutit pas, les projets. Donc, voilà, j'ai essayé d'être... Mais on peut peut-être ajouter dans les partenaires du projet, effectivement, des acteurs locaux comme le CAP du Saint-Gall qui pourrait, par exemple, fournir de la main-d'œuvre. Donc voilà, il y a aussi, et puis les entreprises locales, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de produire des bottes de paille, il faut aussi des entreprises qui les mettent en œuvre dans des murs pour pouvoir répondre à des demandes de maître d'ouvrage. Donc, effectivement, le champ est relativement large et du coup, c'est important par rapport à la diversité des acteurs que tu as cités, Jean-Claude, qu'il y ait effectivement des manières de les inclure qui soient différentes. On va avoir parfois des manières d'inclure, on va dire, en incluant, enfin, comment dire, en la chambre d'agriculture, par exemple, en créant des partenariats directs, ou alors on va plutôt être sur des formes par exemple, de centres de sensibilisation, de formation. C'est pour ça qu'on y a aussi décliné je veux dire, des formations professionnelles qui s'adossent à ce projet.
pour pouvoir, on va dire, s'assurer qu'à la fois les architectes connaissent mieux le matériau et puissent le prescrire, que les entreprises du bâtiment en Normandie le soient déjà formées pour répondre au marché. Et voilà, pour faire en sorte que, et que du coup, par là même, les maîtres d'ouvrage soient rassurés sur la capacité des entreprises normandes à construire des bâtiments en mode de paille. Donc, on est vraiment dans une démarche de filière avec des leviers qu'on a mis, on va dire, des leviers différents suivant les publics cibles, quoi. Voilà. Oui, c'est très important ce que tu dis. Je ne pense pas qu'il faut qu'on ait des jugements de valeur sur les comportements des gens. C'est une démarche tout à fait normale de vouloir réaliser ce qu'on sait faire par habitude, quoi. Hein, voilà, c'est très naturel. Donc, du coup, la pédagogie par l'exemple et rassurer sur la faisabilité, c'est le point essentiel. Voilà. Oui. Je veux bien, Christian le Révérend. Oui, je vous laisse la parole. Oui, j'ai écouté jusqu'ici, j'ai écouté Jean-Claude et puis toi, Grégory. Là. Oui, j'ai appris plein de choses intéressantes là, sur la paille. C'est un domaine que je ne connais pas beaucoup. On en avait entendu parler un peu avec des articles de presse, hein, certaines collectivités, dont Saint-Gall Suisse normande qui s'est engagé là-dedans. Donc apparemment, j'ai compris qu'il y avait la production de la matière aujourd'hui. Le débouché n'est pas encore là, en fait, si je comprends bien. Bon, peut-être que là, c'est aussi une question de volonté politique, hein, des collectivités locales, parce que Jean-Claude parlait d'exemplarité. Là, oui, en effet, je pense aussi qu'il faut que les collectivités locales soient exemplaires dans les nouvelles constructions de bâtiments ou rénovations de bâtiments en utilisant ces nouveaux matériaux. C'est de cette façon-là, je pense qu'on pourra inciter les particuliers à utiliser ce type de matériaux dans leur future construction, quoi, hein. Voilà. Alors, je posais la question par rapport aux débouchés parce que nous, ici, à la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon, dans le cadre de certaines réunions de notre comité de transition énergétique, on a très peu parlé de la paille, hein, jusqu'ici. On a fait des réunions avec quelques agriculteurs du secteur, hein, des exploitants agricoles, qui nous disaient, par exemple, j'ai l'exemple du chanvre. Cet agriculteur nous disait qu'il avait essayé de faire, il avait fait la culture du chanvre, mais qu'ensuite il avait un problème de débouché, en fait, quoi, hein. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas la demande suffisante pour produire ce type de culture. Voilà. Autrement, oui, moi je pense qu'il faut que toutes les collectivités locales s'y mettent, hein, évidemment. Lorsqu'on est engagé dans la transition énergétique, on n'a pas d'autre choix maintenant que d'utiliser ce type de matériaux, que ce soit la paille, le chanvre et autres. Alors, est-ce que tous les maîtres, j'ai une question, quoi, parce que les maîtres d'œuvre sont peut-être pas encore suffisamment engagés dans ce processus pour justement répondre à la demande ou même peut-être proposer, suite aux appels d'offres qui sont lancés, proposer tous ces éco-matériaux. Voilà, j'ai donné mon avis, mais aussi quelques questions. Oui, oui. Alors, je peux répondre sur la volonté des maîtres d'œuvre pour s'être fait bouler sur un ou deux projets, y compris sur notre territoire, sur notre CDC, et pour avoir réussi, je pense, à bien insuffler sur un autre projet, voire sur 2 ou 3 autres qui vont sortir, j'espère, eh bien, on s'aperçoit que la problématique des écomatériaux doit être posée très en amont, dès la phase APD. Ça, c'est indispensable, hein. Il faut quasiment que ça soit mis dans le cahier des charges du recrutement de la maîtrise d'œuvre, hein, parce que sinon, ça a du mal à fonctionner. Si on commence à recruter un maître d'œuvre qui n'a pas envie de mettre en œuvre des matériaux biosourcés, on va droit dans le mur, quoi. On ne va pas s'en sortir, quoi. Donc, il faut orienter, et c'est la commande publique là, qui est à la main, hein, qui est à la manœuvre, c'est elle qui doit orienter ou pas vers les écomatériaux. Donc ça, c'est
c'est le premier point. Le deuxième point, pour ce qui est du marché, oui, c'est un marché qui est en devenir, hein, ce n'est pas un marché existant actuellement. Et c'est tout l'intérêt de créer la synergie entre les différents acteurs, quoi. Je crois savoir qu'il y a eu une entente d'agriculteurs dans les Hauts-de-France qui ont voulu produire de la paille pour la construction. Le seul problème, c'est qu'ils étaient tout seuls, c'est-à-dire en tant que, comment dirais-je, personne qui propose le matériau et qui, du coup, ils attendent la commande. Ben ça ne marche pas, quoi. Actuellement, la commande, c'est plutôt une niche, hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a 5, 6, 7 ans, c'était essentiellement une commande d'autoconstructeurs, hein, c'était plutôt une commande de niche, hein, et que là, on sent bien que si on arrive à structurer un réseau, eh bien, on aura une vraie commande, quoi. Il y aura et du coup, une vraie demande derrière, hein, et de vrais débouchés. Donc, c'est pour ça que Jean-Claude, parce que Grégory a fait un travail. Donc, moi, je te repasse la parole parce que je pense que là, tu peux parler de la formation. Oui, je peux dire juste, enfin, on va essayer de respecter le temps, donc je vais vraiment juste compléter la réponse par quelques informations. La première, c'est qu'effectivement, c'est un marché en devenir, mais c'est un marché qui se développe très fortement depuis qu'il y a une action de sourcing marché qui est mise en place sur la Normandie. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, il y a un appel d'offres qui a été attribué pour un lycée régional isolé, en partie, je pense, pas complètement, en botte de paille. On a un bailleur social qui nous a aussi signalé il y a quelques semaines, enfin genre il y a 15 jours, qu'il avait passé commande de 38 logements sociaux isolés en botte de paille dans le sud de la Normandie. Donc c'est un marché qui se développe quand même très, très fortement et on voit bien l'importance. Alors sans compter on va dire tout le marché de la maison individuelle et des autoconstructeurs qui passent un peu sous les radars, on sent bien l'importance d'une commande publique un petit peu importante pour à la fois donner des signaux importants auprès des entreprises et à la fois, on va dire, accompagner le développement de cette filière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, du coup, il y a des outils d'accompagnement aussi de la commande publique. Donc, nous, on en parle dans d'autres tables rondes, mais là, on vient de mettre en ligne une boîte à outils dédiée aux collectivités locales sur comment mettre en œuvre des écomatériaux, comment agir sur le développement des écomatériaux en tant que maître d'ouvrage. On vient de sortir un guide de la commande publique en construction de paille. En 2021, du coup, Jean-Claude en parlait avec on va dire, la réglementation environnementale, la RE 2020, on va introduire l'analyse du cycle de vie des matériaux et la botte de paille est quasiment le plus favorable. Donc en fait, le fait de mettre aussi des exigences en termes de performance environnementale, soit des labels existants, soit dans le cadre de la réglementation environnementale qui va arriver pour le 9 dans quelques semaines, ça va forcément, on va dire, permettre d'orienter aussi vers des maîtres d'œuvre qui sont compétents, puisque les objectifs qui sont fixés sont assez ambitieux. Et après, le dernier point, c'est aussi effectivement de ne pas hésiter à venir vers nous, puisqu'on a un certain nombre d'adhérents professionnels qui sont des gens qui sont vraiment investis qui ont une bonne connaissance des écomatériaux et qui, du coup, on peut vous permettre de cibler plus facilement les différentes personnes qui vont être à même à répondre à votre demande. Et là où il y a encore un enjeu un peu plus important à passer, c'est écomatériaux, oui, mais si on peut mettre des écomatériaux locaux, c'est vraiment encore mieux parce que du coup, on est vraiment dans une démarche d'économie circulaire. C'est pas la même chose de mettre de la laine de bois qui vient d'Allemagne, qui est très bien, qui est un très bon produit, que de mettre de la paille qui vient de la Normandie. Enfin, c'est encore une démarche différente qui est plus exigeante, mais qui est tout à fait possible aujourd'hui. Et c'est vrai que sur la question du chanvre, enfin la question que vous évoquez de l'agriculteur, je pense que c'est vraiment important d'être dans un réseau et du coup d'arriver à avoir de la visibilité sur qui sont les professionnels qui mettent en œuvre le chanvre, qui sont les comment dire les architectes qui prescrivent du chanvre, voilà, et du coup comment est-ce que l'agriculteur qui veut se mettre au chanvre, il est accompagné pour être en lien directement avec ses clients et directement intégré sur un marché. Effectivement, le faire tout seul, ça, enfin voilà, c'est pas la meilleure manière de réussir, donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Est-ce que donc je sais Grégory, oui. je vais solliciter. Attends, j'explique. Oui, on est vraiment en phase de construction et on cherche encore des collaborations. Et je vois qu'on a la chance d'avoir autour de la table quelqu'un qui représente la métropole de Rouen.
donc Madame Simon-Christel, si j'ai bien compris. Donc, je voudrais la solliciter pour savoir, si elle travaille avec Marie Attino, de première chose, et deuxième chose, si la métropole serait prête à regarder un petit peu du côté d'Accorpaille Normandie pour voir quel partenariat on pourrait créer pour accélérer les choses. Alors, je suis désolée, j'ai une très mauvaise connexion. Ça a pas mal sauté pendant vos différentes interventions. Pour répondre, oui, effectivement, c'est mon élu responsable, Mariatino, donc je travaille avec Mariatino. Nous, on est intéressés par ces démarches. Après, la difficulté qu'on a, c'est toujours la prescription. On parlait des messages au début. Je pense qu'il faut vraiment, le message qu'il faut porter, c'est que les élus ont un rôle de prescripteur dans leur marché, et c'est vraiment là qu'on arrive à travailler avec ces matériaux biosourcés. Mais la difficulté, c'est que nous, aujourd'hui, sur la métropole, on n'a pas de projet de bâtiment de construction à la neuve métropolitaine qui vont sortir. Ça passe par d'autres types d'opérateurs. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre les opérateurs. C'est pas toujours facile. Et même quand on arrive à mettre des niveaux de matériaux biosourcés dans des cahiers des charges, on se retrouve finalement à un moment donné avec les entreprises qui ont été choisies, avec des notions de coût, de surcoût plutôt, qui font que certains matériaux passent à l'as parce que voilà, on est un peu mis en difficulté par rapport à ça. On n'a pas toujours la bonne réponse pour dire, on nous dit que c'est plus cher, et c'est difficile parfois de contrecarrer cet argument en montrant que c'est pas plus cher. Et là, par rapport à la paille, si je comprends bien, aujourd'hui, il n'y a pas de bâtiment réalisé, c'est des projets. Donc, il y a le lycée régional et un bailleur social. C'est des projets, c'est pas mis en œuvre aujourd'hui. Non, on a plein de projets. On a plein de projets qui sont réalisés en Normandie. Là, je parlais des projets, on va dire les plus récents, qui montrent, que le marché se développe de manière assez significative depuis un an. Non, on a plein de projets de bâtiments publics ou de bâtiments privés, et généralement en plus dans les coûts du marché. Donc ça, c'est... En fait, on a tout un argumentaire, et au-delà de l'argumentaire, on a surtout des exemples de réalisation en Normandie ou en dehors de la Normandie qui permettent en fait de convaincre, en tout cas d'apporter des éléments. Et puis on a aussi l'accompagnement, c'est-à-dire qu'avec Accorpaille Normandie, du coup, il y a une assistance maîtrise d'ouvrage qui garantit vraiment on va dire la maîtrise des coûts. Parce qu'en fait, la question de la construction paille, c'est qu'en fait, pour maîtriser les coûts, il faut avoir une conception qui soit vraiment très très bien maîtrisée, et d'où l'intérêt à la fois soit de se faire accompagner par une assistance maîtrise d'ouvrage technique si le maître d'œuvre qui est choisi n'est pas habitué à la construction paille, et c'est pas grave, qu'il découvre le matériau, c'est très bien, tant mieux, ou soit effectivement de sélectionner une maîtrise d'œuvre qui a l'habitude du matériau. Mais en fait, on a les outils pour agir sur les deux volets. Donc après, c'est la question du coût, en fait, elle est... on peut très très facilement on peut très facilement apporter des réponses à cette question-là. Après, bien sûr, effectivement, il faut faire évoluer la culture de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre ou des interlocuteurs plus habituels. Du coup, comme je pense que les tables rondes vont bientôt être fermées, je vous proposerai du coup de piocher dans les questions qui ont été, on va dire, posées lors de cet échange pour faire la synthèse. Donc, il y avait une question de Monsieur le Révérend, me semble-t-il, sur, en gros, le message que souhaitent faire passer les élus aux professionnels. C'est, en gros, on a besoin de professionnels qui soient compétents sur les écomatériaux pour pouvoir, on va dire, intégrer ces matériaux-là dans nos projets publics. Et puis, la question... le message peut-être à faire passer aux autres élus, c'est, je vais reprendre du coup l'intervention de Christelle Simon, c'est où les élus ont un rôle de prescripteur dans les marchés publics, avec les difficultés soulevées, d'identifier les bons interlocuteurs, quoi. Est-ce que ces deux propositions reflètent votre point de vue, ou est-ce que vous souhaitez qu'on fasse d'autres propositions? Grégory, juste oui. Une petite nuance sur les élus. Je pense qu'il y a deux échelles. Il y a l'échelle locale qui résume bien et quand toi tu as résumé, ça montre bien les leviers qui sont à portée de main pour les élus locaux. Et puis il y a l'échelle nationale, c'est-à-dire députés, sénateurs, etc. Et là, là aussi, il y a une action à avoir de sensibilisation, parce que on s'aperçoit qu'à l'échelle nationale,
quand il y a des arbitrages à faire, hein, le plan de relance, etc., les arbitrages ne sont pas faits n'importe comment et les écomatériaux bousculent un peu des grandes entreprises en place. Et donc là, l'arbitrage national est essentiel. Est-ce qu'on est sensible aux actions des lobbies des gens en place actuellement, ou est-ce que les élus nationaux poussent vers comment dirais-je, un développement innovateur? Donc ça, il y a cet angle-là, on le sent bien. D'accord. Merci Jean-Claude pour cette précision. Alors j'avoue que je ne maîtrise pas complètement techniquement comment est-ce que ça va comment est-ce que les tables rondes vont se terminer, parce que je pense que c'est Aurel, notre coordinateur, qui a la main là-dessus. Mais bon, on peut continuer à échanger ou à réagir sur cette question-là. Et tant qu'on est... Je veux dire à Madame Simon que je souhaiterais rentrer en contact avec Marie le plus rapidement possible. Voilà. Très bien, je pense que de toute façon, j'aurai vos coordonnées dans le compte-rendu de cette émission. Oui, elle a mes coordonnées. D'accord. Je vous les renverrai, Estelle, je vous les renverrai, il n'y a pas de souci. Ça peut passer par moi. Moi, j'avais une question par rapport aux acteurs qui ont travaillé avec vous sur le projet la Accorpaille. Ça a commencé donc en 2014, un petit peu les réunions, et donc visiblement au début c'était quelques personnes et maintenant c'est beaucoup plus nombreux, c'est ça? Vous avez commencé à combien cette réflexion? Au tout début, c'était une problématique qui était posée entre la communauté de communes et l'ARP, grosso modo. Hein. Donc c'était les deux structures qui se sont associées, enfin qui ont collaboré par l'intermédiaire d'une étude qui a été rémunérée à la fois par les fonds leaders et par la communauté de communes. Et puis, après, on est arrivé à la création de l'association Accorpaille Normandie, là, qui regroupe donc maintenant l'ARP, Ecopertica, qui travaille sur le chanvre, Accorpaille Centre, qui a une expérience aussi et qui peut proposer des assistances à maîtrise d'ouvrage, mais aussi, et c'est ça qui est très intéressant pour nous, c'est un aménageur. On a un aménageur dans la boucle qui nous aide, qui nous finance de manière significative, qui est la FONSIM. Alors pourquoi la FONSIM? Parce que sur Prat-d'Huile-sur-Lèze, il y a un lotissement de 16 hectares qui va sortir et qu'ils sont les concessionnaires du lotissement. Et qu'ils arrivent avec la volonté vraiment de... Alors, je crois que ce sont des gens qui sont convaincus sur le fond, mais c'est aussi des gens qui saisissent l'opportunité d'avoir un positionnement différent de d'autres aménageurs, hein, je le pense, hein, qui cherchent à se démarquer par rapport aux écomatériaux. Donc, nous, c'est très intéressant parce qu'on est déjà en train de commercialiser la phase 2, hein, il y aura 5 phases sur les... Comme ça marche très très fort. Et il y a des lots structurés qui vraisemblablement et des lots où il y a une partie logements sociaux qui on l'espère, vont sortir avec des isolations paille, étant entendu que la FONSIM a été là pour convaincre les acteurs. Donc, vous voyez, donc là, maintenant, nous, on est en train de diversifier un petit peu les partenaires. On va créer, je pense, une société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est là qu'on peut faire monter dans la barque un certain nombre de structures, telles que peut-être la métropole de Rouen, telles que l'agglo de Caen, telles que notre communauté de communes, telles que certaines communes. Et évidemment aménageurs et gens qui travaillent dans les matériaux ou dans l'ossature de bois, ou voilà quoi. Donc c'est ça la démarche, et c'est ce point final-là qu'il faut qu'on arrive à boucler pour être opérationnel très rapidement. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des architectes dans le groupe ou pas? Alors, il y en a quelques-uns qui ont participé à comment dirais-je, à des réunions, hein, et on a un projet de rame crèche
qui va sortir de terre à Gouvy, dans lequel il y a un architecte et dans lequel l'assistance à maîtrise d'ouvrage d'Accorpaille a été prise en compte. Donc, la première réunion cette nuit hier, malheureusement, je ne pouvais pas y aller. J'étais invité, mais je ne pouvais pas y aller. J'avais une autre réunion qui avait déjà été remise avec le SDEC, donc je ne pouvais pas me permettre de la remettre. Je n'ai pas pu y aller, donc je n'ai pas le retour aujourd'hui. Je ne sais pas, mais a priori, cet architecte-là, par exemple, est très demandeur. Hein, et on s'aperçoit qu'il y a, quand on met l'accompagnement en face, il y a des architectes qui sont demandeurs, qui ont envie de bouger. Et Grégory, tu pourrais citer des exemples d'architectes dans l'heure qui ont déjà les réalisations. Je vais être obligé. Alors, je vais être obligé de clore. J'ai trouvé comment clore la séance. Oui, enfin, en tout cas, c'est vrai que même au travers des formations Propaille qu'on a organisées depuis 2 ans là avec Accorpaille Normandie et le CRFBTP, là, on a effectivement un stock de nouveaux architectes qui sont formés et qui sont intéressés par le sujet. Donc après, c'est plus à nous de les embarquer quand on pense que ce sera le bon moment et du coup, avec la création de la site probable, on s'y emploie. Mais oui, en tout cas, il n'y a pas de problème sur la présence de professionnels normands qui soient formés et compétents sur la construction pareil. Écoutez, en fait, je crois que c'est à moi de quitter la séance. Je viens de trouver l'option. Je ne suis pas toujours je suis pas complètement adepte du numérique à 100%. Je vous remercie en tout cas d'y avoir participé. J'espère que ça vous intéressait. Les contacts, de toute façon, vous les aurez, ou au pire, vous passerez par là si vous souhaitez avoir les coordonnées des uns des autres. Mais normalement, on devrait vous les transmettre. Puis on va rejoindre le groupe complet. Je vous remercie.